2 jours après avoir enterré mon mari, le gardien de la propriété a appelé, la voix tremblante. « Madame Beaumont, je crois que votre mari… » Les mots ont échoué. « S'il vous plaît, venez maintenant, avant que quelqu'un d'autre ne voie. » J'ai raccroché, les mains glacées. Henri n'appelait jamais. Pas comme ça. Pas avec cette voix brisée, presque effrayée. Dehors, novembre mordait Paris avec une brutalité inhabituelle. Le ciel était d'un gris de plomb, lourd, oppressant. J'ai attrapé mes clés, mon manteau de cachemire noir, celui que je portais encore depuis les funérailles, et je suis montée dans ma Mercedes. La route vers notre maison de campagne à Rambouillet m'a semblé interminable. 40 kilomètres qui se sont étirés comme une éternité. Les essuie-glaces balayaient une pluie fine, monotone, hypnotique. Mon esprit tournait en boucle. Qu'avait découvert Henri ? Philippe était mort d'une crise cardiaque brutale, 59 ans, dans son bureau à la banque, foudroyé devant ses écrans. Les médecins avaient été formels, rupture d'anévrisme, instantanée, indolore. Les obsèques avaient été parfaites, cathédrale, fleurs blanches, discours élogieux. Tout Paris était venu. Nos amis, ses collègues, les notables, on m'avait serré dans les bras, murmuré des condoléances. Quel homme remarquable, quelle perte. J'avais tenu bon, droite, digne, impeccable dans ma douleur, comme on me l'avait appris. Mais maintenant, sur cette route mouillée, seule dans le silence de la voiture, quelque chose se fissurait en moi. La maison de campagne apparut au détour du chemin forestier. Pierre blonde du XVIIIe siècle, volet vert, glycine morte grimpant sur la façade. Nous l'avions achetée il y a 20 ans. Notre refuge, notre paradis, disait Philippe. Henri m'attendait sous le porche, trempé malgré sa veste cirée. Son visage, d'ordinaire si calme, si rassurant, était blême. Ses yeux fuyaient les miens. « Ah, Madame Beaumont, je suis désolée de vous avoir dérangée, mais je ne savais pas quoi faire. »« Henri, qu'est-ce qui se passe ?» Il déglutit péniblement. « C'est l'atelier de monsieur. Le tuyau a éclaté cette nuit avec le gel. J'ai dû entrer pour couper l'eau. Je sais que monsieur avait dit de ne jamais… Mais l'inondation… » Mon cœur s'accéléra. L'atelier, le sanctuaire de Philippe. Une grange rénovée au fond du jardin qu'il avait transformé en espace personnel il y a 10 ans. J'ai besoin d'un endroit à moi, Marguerite, pour réfléchir, travailler. Je n'y étais jamais entrée. Jamais. Par respect. Par confiance aveugle. Montrez-moi. Nous avons traversé le jardin détrempé. Les feuilles mortes formaient un tapis spongieux sous nos pieds. Le vent sifflait entre les branches nues des chênes centenaires. Henri marchait lentement, comme s'il me conduisait à l'échafaud. Devant la porte de l'atelier, il s'arrêta. Sa main tremblait sur la poignée. « Madame, Peut-être devriez-vous appeler quelqu'un d'abord. Un avocat. Ou… Ouvrez. » Il obéit. Quand j'ai poussé la porte pour l'ouvrir, l'air est sorti de mes poumons. L'intérieur était plongé dans une demi-pénombre. L'odeur, papier ancien, bois humide, quelque chose de plus subtil, presque doux, me frappa immédiatement. Puis mes yeux se sont adaptés. Les murs. Mon Dieu, les murs. Chaque centimètre carré était recouvert de photographies. Des centaines, des milliers peut-être. Épinglées, collées, superposées. Certaines jaunies par le temps, d'autres récentes, brillantes, nettes. Et sur toutes ces photos, la même femme. Pas moi. Une inconnue. Brune, mince, le regard doux. Belle, oui, mais d'une beauté simple, naturelle. Pas le genre de femme que Philippe fréquentait d'habitude. Pas sophistiquée. Pas de notre monde. Je me suis approchée, hypnotisée, horrifiée. Sur la première série, elle était jeune, 25 ans peut-être. Paris en arrière-plan. Le pont des Arts. Elle souriait à l'objectif, à Philippe qui photographiait. Date griffonnée au dos d'une photo décollée. Juin 1990. L'année de notre mariage. Mon sang s'est glacé. Sur le mur suivant, elle était enceinte, le ventre rond sous une robe d'été. Assise dans un parc que je ne reconnaissais pas. Son sourire éclatant,
ses mains posées protectivement sur son ventre. Non, le mot m'a échappé dans un souffle. Henri était resté près de la porte, silencieux, témoin impuissant de ma descente aux enfers. J'ai continué, paroi après paroi. La femme avec un nouveau-né dans les bras, une petite fille aux cheveux noirs, puis la fillette grandissant. Premier pas, premier jour d'école, anniversaire, Noël. Toute une vie défilait sous mes yeux, une vie que j'ignorais totalement. Comment avait-il pu? Ma respiration devenait saccadée, douloureuse. Les larmes brûlaient mes yeux, mais refusaient de couler. J'étais pétrifiée, prisonnière de cette galerie macabre. Sur le mur du fond, les photos étaient plus récentes, la fillette devenue adolescente. Puis, jeune femme, 20 ans, diplôme universitaire, robe de mariée, sourire radieux. Et à chaque fois, en arrière-plan ou discrètement sur le côté de certains clichés, Philippe, mon Philippe, regardant cette femme, cette fille, sa fille, car c'était évident maintenant, les yeux, la forme du visage, le sourire en coin. Philippe avait une fille, et je n'en avais rien su. 35 ans de mariage, 35 ans de mensonges. « Madame !» La voix d'Henri me ramena brutalement à la réalité. Il y a autre chose, sur le bureau. Je me suis tournée vers le bureau en chêne massif au centre de l'atelier. Comment avais-je pu le manquer? Des piles de documents soigneusement organisés, des classeurs étiquetés par année, et au milieu, un ordinateur portable fermé. J'ai avancé comme un automate. Mes jambes ne me portaient plus vraiment. Tout mon corps semblait engourdi, anesthésié par le choc. Le premier classeur, 1989-1995. Je l'ai ouvert d'une main tremblante. Des lettres, des dizaines de lettres manuscrites. Une écriture féminine, ronde, appliquée. Mon cher Philippe, Lucienne va bien, elle a fait ses premiers pas aujourd'hui. J'aurais tant voulu que tu sois là pour voir son visage émerveillé. Elle te ressemble tellement, ses yeux, son sourire, c'est toi. Je sais que tu ne peux pas être présent comme tu le voudrais. Je comprends, ton mariage, ta position, tout ce qui pèse sur tes épaules. Mais sache que nous t'attendrons toujours, que tu seras toujours le bienvenu ici, dans notre petit appartement. Ta Louise. Louise, elle s'appelait Louise. J'ai parcouru lettre après lettre, un dialogue à sens unique. Elle écrivait religieusement, chaque mois, racontant la vie de leur fille, les progrès à l'école, les premières dents, les premiers mots, papa. Leur fille l'appelait papa. Mes mains se crispèrent sur le papier, le froissant involontairement. « Madame, peut-être devriez-vous vous asseoir ?» Henri avait raison. Je chancelais. Il approcha une chaise. Je m'y effondrai plus que je ne m'y assis. Dans le classeur suivant, des relevés bancaires, des virements mensuels. Toujours le même montant. 15 000 €, chaque mois, depuis 34 ans. J'ai fait le calcul mental malgré moi. 6 millions d'euros, peut-être plus. Notre argent, l'argent de la famille Beaumont, mon héritage, ses bonus. Tout ce que nous avions construit ensemble. Détourné, pendant plus de 3 décennies. Pour elle. Pour elle. Il payait son silence, ai-je murmuré, la voix brisée. Je ne crois pas, madame. Henri s'était approché. Il tenait une enveloppe. C'était sur l'ordinateur, avec votre nom dessus. Mes doigts tremblaient tellement que j'ai eu du mal à déchirer le papier. Une lettre, l'écriture de Philippe. Cette écriture que je connaissais par cœur. Ces boucles élégantes, cette inclinaison caractéristique. Marguerite, si tu lis ces mots, c'est que je suis mort. Et que, d'une manière ou d'une autre, tu as découvert mon secret. Le secret qui m'a rongé pendant 35 ans. Je ne te demanderai pas pardon, je ne le mérite pas. Mais je te dois la vérité. J'ai rencontré Louise en 1989, quelques mois avant notre mariage. C'était une étudiante en lettres. Douce, intelligente, libre. Tout ce que notre monde ne m'avait jamais permis d'être. Nous sommes tombés amoureux, profondément, violemment. Quand nos familles ont annoncé nos fiançailles, arrangées, comme tu le sais, j'aurais dû avoir le courage de refuser, de choisir Louise, mais j'étais lâche. Ton père contrôlait la banque.
Ma famille dépendait de cette alliance. J'ai cédé. Le soir de notre répétition de mariage, Louise m'a annoncé qu'elle était enceinte. J'ai fait le choix le plus horrible de ma vie. Je t'ai épousée. Et j'ai continué à voir Louise en secret. Les mots se brouillaient devant mes yeux. J'ai dû m'arrêter, respirer profondément, lutter contre la nausée qui montait. Henri me tendit un verre d'eau qu'il avait discrètement sorti d'un petit réfrigérateur dans un coin. Je bus quelques gorgées, mécaniquement. Je n'ai jamais payé son silence, Marguerite. Louise ne m'a jamais fait chanter. Elle m'a aimée, malgré tout, malgré toi. Elle a accepté de vivre dans l'ombre parce qu'elle savait que je ne pourrais jamais quitter mon monde sans tout perdre. Lucienne, notre fille, a grandi en me voyant quelques heures par semaine, en week-end, quand je prétendais voyager pour la banque, pendant mes séminaires à Lyon. Elle savait que j'avais une autre famille. Elle ne m'en a jamais voulu. Tu te demandes sans doute pourquoi je ne t'ai jamais quitté. Honnêtement, au début, c'était par lâcheté, mais avec les années, quelque chose d'étrange s'est produit. J'ai appris à t'apprécier, à respecter ta force, ton élégance, ton intelligence. Nous avons construit une vie confortable, pas passionnée, mais paisible. Tu n'as jamais mérité ça. Tu méritais un homme entier, pas cette moitié brisée que je t'ai offerte. J'ai froissé la lettre. La colère montait, brûlante, libératrice presque. Ce salaud, le mot m'avait échappé, vulgaire, cru, si peu moi. Henri détourna le regard, gêné. Je me suis levée brusquement, renversant presque la chaise. J'ai parcouru l'atelier comme une furie, arrachant des photos des murs. Déchirant, piétinant. 35 ans, 35 ans de déjeuners mondains où je jouais la parfaite épouse. De soirées à la banque où je soutenais sa carrière. De vacances à Biarritz où nous faisions semblant d'être heureux. Et pendant ce temps, il avait une autre vie. Une vraie vie. Avec une femme qu'il aimait. Avec une fille qu'il appelait papa. Pourquoi ? Mon cri résonna dans l'atelier. Des années de retenue, de contrôle, de perfection explosaient enfin. Pourquoi ne m'a-t-il jamais rien dit ? Pourquoi m'a-t-il laissé vivre dans ce mensonge ? Henri ne répondit pas. Que pouvait-il dire ? Je me suis effondrée au milieu des photos déchirées, à genoux sur le sol froid. Et enfin, les larmes sont venues. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là, recroquevillée parmi les débris de mon mariage. Henri avait discrètement quitté l'atelier, me laissant seule avec ma douleur. Quand j'ai enfin trouvé la force de me relever, le jour déclinait. Par la fenêtre, le jardin baignait dans une lumière automnale dorée, presque cruelle dans sa beauté. Je me suis essuyé le visage, remise debout, lissé ma jupe froissée. « Ressaisis-toi, Marguerite. » La voix de ma mère résonnait dans ma tête. Cette éducation rigide, aristocratique, qui vous apprenait qu'une dame ne s'effondre jamais complètement, qu'il faut toujours garder la tête haute. J'ai ramassé la lettre de Philippe que j'avais jetée, les déplier, continuer à lire. La propriété de Rambouillet est à toi, entièrement. Je l'ai mise à ton seul nom il y a 10 ans. C'est peu, mais c'est tout ce que je peux t'offrir maintenant. Ta liberté. Lucienne vit à Paris. 12 rue Le Pic, Montmartre, appartement 4B. Si tu veux la rencontrer, et je comprendrai que tu refuses, elle sait qui tu es. Elle t'attend peut-être. Louise est morte il y a 3 ans, cancer du sein. Je ne te l'ai jamais dit. J'étais à son chevet quand tu croyais que j'assistais à ce congrès à Francfort. Elle est partie en me tenant la main, en me demandant de veiller sur notre fille. Je sais que tu me hais en ce moment. Tu en as le droit. Mais sache une chose. Tu n'as jamais été un pion ou une façade. Tu as été mon ancre, ma stabilité. Sans toi, je me serais perdue bien plus tôt. Vise enfin pour toi, Marguerite. Quelque chose que je ne t'ai jamais laissé faire. Philippe. Mes mains tremblaient encore, mais différemment. Ce n'était plus seulement de la colère. C'était quelque chose de plus complexe. Un mélange de rage, de tristesse et, aussi incompréhensible que cela puisse paraître, de pitié. Philippe avait vécu une double vie pendant 35 ans. Le poids de ce secret avait dû être écrasant. Mais non. Non. Je refusais de le plaindre. C'était lui qui avait fait ce choix. Encore et encore. Chaque jour pendant 3 décennies et demie.
J'ai ouvert l'ordinateur portable. Pas de mot de passe, évidemment. Il voulait que je découvre. Le bureau était organisé avec une précision maniaque. Des dossiers par année. Lucienne, enfance. Lucienne, adolescence. Lucienne, études. J'ai cliqué au hasard. Des vidéos. Des dizaines de vidéos. La première, une petite fille d'environ 6 ans, en robe à fleurs, soufflant des bougies d'anniversaire. La voix de Philippe hors champ. Fais un vœu, ma chérie. Le rire cristallin de l'enfant. J'ai fermé. Trop douloureux. Une autre. Lucienne adolescente, 15 ou 16 ans, jouant du violon dans ce qui ressemblait à un petit appartement modeste. La caméra tremblait légèrement. Philippe filmait. La musique était magnifique. Chopin, nocturne. Elle avait du talent. Ma gorge se serra. J'ai continué à parcourir les fichiers. Des photos de vacances. Philippe et Lucienne à la plage, en montagne, à Venise. Toutes ces fois où il m'avait dit partir en voyage d'affaires. Mensonge. Mais sur chaque photo, quelque chose me frappait. L'expression de Philippe, il souriait. Vraiment. D'un sourire que je ne lui avais jamais vu. Léger, heureux, libre. Avec moi, il était toujours composé, poli, affectueux d'une manière mesurée, mais jamais abandonné comme sur ces photos. Avais-je été si aveugle? Ou avais-je simplement choisi de ne pas voir? Henri frappa doucement à la porte. « Madame, il se fait tard. Peut-être devriez-vous rentrer à Paris. Vous pourrez revenir demain, réfléchir à... Quelle est l'adresse déjà ?» Il hésita. « Pardon ? L'adresse de Lucienne. 12 rue Le Pic ? Madame, vous n'êtes pas obligée de... Henri, j'ai besoin de savoir. » Il hocha lentement la tête. « Voulez-vous que je vous accompagne ? » Non. Ça, je dois le faire seul. Le trajet jusqu'à Montmartre était irréel. Paris scintillait sous les lampadaires. Les terrasses des cafés étaient pleines malgré le froid. La vie continuait, normale, indifférente à mon effondrement personnel. J'ai garé la voiture rue des Abbesses et continué à pied. La rue Le Pic grimpait en pente raide. Boutique de fromage, boulangerie, petit bistrot chaleureux. Un quartier bohème, artistique. Si loin de notre appartement du 16e arrondissement. Le numéro 12 était un immeuble haussmannien élégant, mais modeste. Pas de code. J'ai poussé la porte, grimpé 4 étages à pied. Mes talons claquaient sur les marches usées. Appartement 4B. Une plaque en cuivre. L. Moreau. Moreau. Le nom de jeune fille de Louise, sans doute. Ma main était levée pour frapper quand la porte s'est ouverte. Une jeune femme se tenait devant moi. 34 ans, ai-je calculé mentalement. Grande, mince, des boucles brunes encadrant un visage délicat. Et ses yeux. Les yeux de Philippe. « Vous êtes Marguerite, » dit-elle doucement. Ce n'était pas une question. « Et tu es Lucienne. » Nous nous sommes observés en silence. 2 femmes liées par le même homme, par le même mensonge. « Je vous attendais, » finit-elle par dire. « Entrez. » L'appartement était petit, mais lumineux. Parquet clair, moulure d'origine, bibliothèque débordant de livres, des photos encadrées partout. Philippe, encore et toujours. Avec Lucienne à différents âges, avec une femme brune que je reconnus immédiatement, Louise. Lucienne me guida vers un canapé en velours fatigué. Elle s'assit en face, sur un fauteuil club. Entre nous, une table basse en bois brut portant un service à thé. « Je vais faire du thé, » dit-elle en se levant. Non, ma voix était plus sèche que je ne l'aurais voulu. Pas de thé. J'ai besoin de réponses. Pas de politesse. Elle se rassit lentement, les mains croisées sur ses genoux. Calme. Presque trop calme. Que voulez-vous savoir ? Tout. Comment ? Pourquoi ? Depuis combien de temps tu savais pour moi ? Un sourire triste effleura ses lèvres. J'ai toujours su. Depuis que j'ai l'âge de comprendre. Maman me l'a expliqué quand j'avais 7 ans. Papa a une autre famille, une femme importante. Il ne peut pas vivre avec nous tout le temps, mais il nous aime. Sa voix était neutre, factuelle, comme si elle récitait une leçon apprise par cœur. Et tu as accepté ça, une enfant de 7 ans ?
Je n'avais pas le choix. C'était ça ou ne pas avoir de père du tout. Le silence retomba. Lourd, étouffant. Je regardais autour de moi. Sur le manteau de la cheminée, une photo de mariage. Lucienne en robe blanche, au bras d'un homme blond, souriant. Et à côté d'eux, Philippe, en costume gris. Témoin? Père camouflé en invité? Il était à ton mariage. Oui, comme ami de la famille. Mon beau-père ne sait rien. Personne ne sait. Sauf nous. Et ton mari? Théo sait. Je lui ai tout dit avant qu'on se marie. Il a compris. Il a accepté. Ma mâchoire se crispa. Tout le monde accepte. Tout le monde comprend. Sauf moi, apparemment. La seule idiote qui n'était au courant de rien. Lucienne se pencha en avant, les yeux brillants. Vous croyez que ça a été facile pour moi? Grandir en sachant que mon père partait chaque dimanche soir pour retrouver sa vraie famille. Voir maman pleurer en silence quand il manquait Noël parce qu'il devait le passer avec vous. Sa voix tremblait maintenant. La façade de calme se fissurait. Vous croyez que ça a été facile de mentir à tous mes amis? D'inventer un père parti travailler à l'étranger? D'être la fille cachée, le secret honteux? Tu aurais pu, quoi, le dénoncer? Détruire sa carrière? Et perdre le peu que j'avais de lui? Les larmes coulaient librement sur ses joues maintenant. Je l'aimais, malgré tout. C'était mon père. Il venait me voir quand il pouvait. Il m'appelait tous les soirs. Il n'a jamais manqué un seul de mes anniversaires. Il a payé mes études. Il était là pour mes récitals de violon, mes examens, mes chagrins d'amour. Elle s'essuya rageusement les yeux. Il m'a aimée à sa façon. Imparfaite, coupable, mais réelle. Je sentis ma propre gorge se serrer. Et moi, qu'est-ce que j'ai eu? Des apparences, un mari fantôme, une vie de mensonges. Vous aviez son nom, sa position sociale, la sécurité, le respect, tout ce que maman et moi n'avons jamais eu. Elle se leva, alla chercher une boîte en carton dans un placard, la posa sur la table entre nous. Maman a écrit ça pour vous, avant de mourir. Elle savait qu'un jour, vous découvririez. Elle voulait que vous compreniez. Je fixais la boîte comme si c'était un serpent. Je ne veux pas lire ça. S'il vous plaît. Sa voix s'était adoucie, presque suppliante. Pas pour lui, pas pour moi, pour vous, pour comprendre. Mes mains tremblaient en soulevant le couvercle. À l'intérieur, des lettres. Des dizaines de lettres. Certaines jaunies, d'autres plus récentes. Toutes dans la même écriture ronde que j'avais vue dans l'atelier. J'en ai pris une au hasard, datée de décembre 2019. Chère Marguerite, vous ne me connaissez pas, et pourtant nous partageons tant. Le même homme, les mêmes mensonges, la même prison dorée. Quand Philippe et moi nous sommes rencontrés, j'avais 23 ans. J'étudiais Baudelaire et Rimbaud. Je rêvais de liberté, de passion, de vie bohème. Il représentait tout ce que je n'étais pas. La structure, le monde établi, les conventions. Nous sommes tombés amoureux comme on tombe d'une falaise. Vite, violemment, sans filet. Quand j'ai appris son mariage arrangé avec vous, j'aurais dû partir. Mais j'étais enceinte. Et je l'aimais trop. Pendant 30 ans, j'ai été l'autre femme, celle qu'on cache, celle dont on a honte. J'ai accepté les miettes, les week-ends volés, les mensonges constants. Mais je ne vous ai jamais haï. Comment le pourrais-je? Vous êtes autant victime que moi, peut-être plus, car au moins, moi, je savais. J'ai choisi cette vie les yeux ouverts. Vous, on vous a volé le choix. Ma vision se brouilla. Je repliai la lettre, incapable de continuer. Elle est morte quand? Il y a 3 ans, octobre 2022. Papa était là, il lui tenait la main. Lucienne s'essuya à nouveau les yeux. Elle lui a fait promettre de prendre soin de moi et de vous dire la vérité un jour. Il ne l'a jamais fait. Non, il était trop lâche, ou trop bon. Je ne sais plus. Nous sommes restées silencieuses un long moment. 2 femmes brisées par le même homme, reliées par le même mensonge. « Qu'allez-vous faire maintenant ?» demanda finalement Lucienne. « Je ne sais pas. C'était la vérité la plus honnête que j'avais prononcée depuis des jours. Je suis partie de l'appartement de Lucienne vers minuit.
Elle avait proposé que je reste, que nous parlions encore. J'avais refusé. J'avais besoin de solitude, de silence, de réfléchir. Dans la voiture, j'ai roulé sans but précis. Les Champs-Élysées illuminés, la tour Eiffel scintillant dans la nuit froide, le pont Alexandre III, ses lampadaires dorés reflétés dans la Seine noire. Philippe et moi avions marché sur ce pont le soir de nos fiançailles. Il m'avait offert la bague de sa grand-mère, une émeraude entourée de diamants. J'avais dit oui, parce que c'était ce qu'on attendait de moi, parce que c'était la suite logique de nos vies parallèles dans la haute société parisienne. J'avais 25 ans, lui 24. Avais-je jamais été amoureuse de lui? La question me frappait pour la première fois avec une clarté brutale. Non, j'avais aimé l'idée de lui, l'idée de nous, le couple parfait, l'alliance de deux grandes familles, les soirées à l'opéra, les week-ends à Deauville, la respectabilité, mais l'homme lui-même, qui était-il vraiment? Je réalisais avec horreur que je ne le savais pas. 35 ans de mariage, et je ne connaissais pas mon mari. J'ai fini par rentrer à l'appartement du 16e à 3 heures du matin. L'immense appartement haussmannien était plongé dans l'obscurité, vide, mort. Philippe n'était plus là pour remplir le silence. Et moi, qu'étais-je sans lui? Les jours suivants se sont écoulés dans un brouillard étrange. J'ai appelé notre notaire, demandé l'inventaire complet des finances de Philippe. Les virements à Louise apparurent immédiatement. 15 000 € mensuels sur 34 ans. Le notaire, embarrassé, confirma que Philippe avait organisé un transfert automatique depuis un compte personnel alimenté par ses bonus. Madame Beaumont, légalement, cet argent était le sien. Vous ne pouvez pas... Je ne veux rien récupérer, je veux juste comprendre. Il y avait plus, beaucoup plus. Un compte épargne de 2 millions d'euros au nom de Lucienne Moreau. Pour ses études, son mariage, son avenir, indiquait une note manuscrite. Une assurance vie d'1 million d'euros. Bénéficiaire, Lucienne Moreau. Et la propriété de Rambouillet, effectivement mise à mon seul nom depuis 10 ans, comme Philippe l'avait écrit. Il a protégé tout le monde, murmurai-je. Pardon, madame? Rien. Continuez. Le reste de la fortune, l'appartement parisien, les actions, les placements, m'appartenait entièrement. Philippe avait méticuleusement séparé les patrimoines, comme s'il avait toujours su que ce jour viendrait. Une semaine après ma visite à Montmartre, Lucienne m'a appelée. « Marguerite, c'est Lucienne. Je voulais vous dire quelque chose. » Sa voix tremblait légèrement. « Je suis enceinte. 3 mois. Papa le savait. C'était la dernière chose que je lui ai dite avant qu'il parte au bureau ce matin-là. Mon cœur se serra. Il était heureux? Fou de joie. Il a dit qu'il allait être le meilleur grand-père secret du monde. Un sanglot étouffé traversa la ligne. Il ne verra jamais son petit-fils ou sa petite-fille. Quelque chose se brisa en moi à cet instant. Cette jeune femme, ma rivale, la fille cachée, le symbole vivant de la trahison, portait l'enfant de Philippe, le seul lien qui resterait de lui. Et elle pleurait, comme moi, comme nous toutes. « Lucienne, dis-je doucement, est-ce que tu voudrais déjeuner? Demain peut-être ?» Un long silence. « Vraiment? Oui, je crois que nous avons besoin de parler. Vraiment parler. Pas comme l'autre soir. D'accord. Oui, j'aimerais beaucoup. » Nous nous sommes retrouvés dans un petit bistrot du Marais. Lucienne était arrivée avant moi, nerveuse, tripotant son menu. Quand je me suis assise en face d'elle, nous nous sommes observés un long moment sans parler. Puis, impulsivement, je lui ai pris la main. « Je ne te pardonnerai jamais d'avoir existé. Pas vraiment, parce que tu représentes tout ce que j'ai perdu sans même le savoir. » Elle hocha lentement, les larmes aux yeux. « Mais, continuai-je, ce n'était pas ton choix. Tu n'as pas demandé à naître de cette façon. Et tu as autant souffert que moi. Différemment, mais autant. Marguerite. Laisse-moi finir. Ton enfant, le bébé que tu portes, c'est le seul petit enfant de Philippe. Et je refuse de le laisser grandir sans connaître l'histoire complète. Sans me connaître. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Qu'est-ce que vous dites? Je dis que si tu veux... »
Si tu es d'accord, j'aimerais faire partie de sa vie. Pas comme une grand-mère, je ne suis rien pour cet enfant biologiquement, mais comme quelqu'un qui a aimé son grand-père, à ma façon. Lucienne éclata en sanglots. Des sanglots silencieux, tremblants, libérateurs. Je ne sais pas quoi dire. Dis oui, ou dis non, mais réfléchis, je ne te force à rien. Elle s'essuya les yeux, respira profondément. Maman aurait adoré ça. Elle disait toujours qu'elle aurait voulu vous connaître, que vous n'étiez pas l'ennemi, juste une autre prisonnière. Elle avait raison. Nous avons commandé, parlé, vraiment parlé, de Philippe, de nos souvenirs, de nos colères, de nos deuils parallèles. Et étrangement, pour la première fois depuis sa mort, j'ai senti quelque chose s'alléger en moi. 6 mois ont passé depuis cette première rencontre au bistrot du Marais. Le printemps a transformé Paris. Les marronniers du boulevard Saint-Germain ont fleuri, les terrasses se sont remplies, la ville a repris ses couleurs. Et moi, je ne sais pas encore si j'ai repris les miennes. Lucienne a accouché en avril. Une petite fille. Elle l'a appelée Louise, comme sa mère. Théo, son mari, m'a accueillie à la maternité avec une gentillesse qui m'a surprise. Lucienne m'a tout raconté, a-t-il dit simplement. Ce que vous faites, c'est courageux. Courageux? Non, c'était nécessaire. Pour elle, pour moi, pour cette enfant innocente qui ne devrait pas porter le poids des erreurs de son grand-père. J'ai tenu la petite Louise dans mes bras. Elle avait les yeux de Philippe. Bien sûr, ce regard bleu-gris si particulier qui m'avait séduite autrefois, qui avait séduit sa mère et sa grand-mère avant elle. « Bonjour, petite », ai-je murmuré. « Tu ne sauras jamais l'homme qu'il était vraiment, mais je te raconterai les bons moments, les rares moments vrais. » Lucienne, épuisée mais radieuse, m'observait depuis son lit. « Merci », a-t-elle soufflé, « pour tout. Ne me remercie pas encore. Je ne sais pas si je fais la bonne chose. Vous la faites. J'ai vendu l'appartement du 16e. Trop grand, trop plein de fantômes. Trop de souvenirs d'un mariage qui n'avait jamais vraiment existé. J'ai acheté un plus petit appartement, lumineux, sur l'île Saint-Louis, vue sur la Seine. Parquet blond, bibliothèque murale que j'ai remplie de livres que je n'avais jamais eu le temps de lire. Pour la première fois de ma vie, je vis seule, vraiment seule, et c'est étrangement libérateur. La propriété de Rambouillet, je l'ai gardée, mais j'ai fait détruire l'atelier, brûler toutes les photos, effacer ce sanctuaire de mensonges. Henri a supervisé les travaux sans poser de questions. Quand tout a été terminé, il m'a demandé « Et maintenant, madame ?» Maintenant, je plante un jardin, à la place de l'atelier. Des roses, des pivoines, quelque chose de vivant. Il a souri. C'était la première fois que je le voyais sourire depuis la découverte. Monsieur Beaumont aurait aimé ça. Non, Henri. Philippe aurait détesté. C'est exactement pour ça que je le fais. Lucienne et moi nous voyons 1 fois par semaine. Parfois plus. Nous déjeunons. Nous parlons de tout et de rien. Jamais de Philippe, sauf quand elle me montre de vieilles photos. J'apprends à la connaître. Cette femme qui partage mon deuil sans partager mon passé. Elle est violoniste professionnelle, joue dans un orchestre de chambre. Elle m'a invité à un concert le mois dernier. J'ai pleuré en l'écoutant jouer le nocturne de Chopin, celui qu'elle jouait adolescente, celui que Philippe filmait en secret. Après le concert, elle m'a présenté à ses collègues. Voici Marguerite. Une amie très proche. Pas ma belle-mère, pas la veuve de mon père. Une amie. C'était suffisant. Il y a 3 jours, en rangeant mes affaires, j'ai retrouvé notre album de mariage. Philippe et moi, jeunes, souriants, impeccables. Toutes ces photos mises en scène. Le photographe nous positionnant. Regardez-vous, souriez, parfait. Rien de spontané, rien de réel. J'ai failli le jeter, puis je me suis arrêtée. Non, ce mariage était peut-être un mensonge, mais c'était mon mensonge, ma vie, mes 35 ans. Je ne les effacerai pas. Je ne ferai pas comme si rien ne s'était passé. J'ai rangé l'album dans un carton.
Avec les lettres de Louise que Lucienne m'a données? Avec la dernière lettre de Philippe? Un jour, peut-être, la petite Louise sera assez grande pour comprendre, pour savoir d'où elle vient, qui était son grand-père. Et je lui raconterai la vérité, toute la vérité. Pas le saint qu'on a célébré aux funérailles, pas le monstre que j'ai cru voir dans cet atelier. Un homme, faillible, lâche, aimant à sa façon. Un homme qui nous a toutes aimées, mal, mais aimées quand même. Ce soir, je suis assise sur mon balcon de l'île Saint-Louis. Le soleil se couche sur la Seine. Paris rougeoie doucement. Dans quelques minutes, Lucienne passera avec la petite Louise. Nous dînerons ensemble. Théo fera la cuisine. Il est bien meilleur que moi. Nous rirons, parlerons, construirons quelque chose de nouveau sur les ruines de ce que Philippe nous a laissé. Est-ce que je lui ai pardonné? Non. Est-ce que je l'ai oublié? Impossible. Mais est-ce que je vis enfin? Pour la première fois en 60 ans, oui. Mon téléphone vibre. Un message de Lucienne. On arrive dans 10 minutes. Louise a hâte de voir sa Marguerite. Sa Marguerite. Je souris malgré moi. Philippe Beaumont m'a volé 35 ans de ma vie. Mais il m'a aussi, sans le vouloir, donné une seconde chance. Une famille étrange, bancale, construite sur des ruines. Mais une famille quand même. Je range mon téléphone, allume les bougies sur la table, ouvre une bouteille du vin préféré de Lucienne. Dehors, Paris scintille dans la nuit tombante. Et moi, Marguerite Beaumont, 60 ans, veuve, trahie, brisée et reconstruite, je suis prête à accueillir ma nouvelle vie, celle que j'ai choisie. Enfin.